Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça fait depuis Noël, on ne s'était pas revus. Je suis là avec vous, heureux d'être là pendant une petite heure cette fois-là, mais c'est très exceptionnel, entre 20h et 21h, et puis dans les rediffusions, puisqu'elles ont lieu régulièrement sur notre télé, la vôtre, avec un thème ce soir qui est très éprouvant, qui touche certains et certaines d'entre nous, qui est aussi un fait, j'ai envie de dire, assez surprenant dans notre culture. Nous en parlerons avec une figure de notre pays. Karine Bousseau, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Galva. Bonsoir, Fred. Fred, bonsoir, ça va aller. Voilà, on va dire Fred, alors. Alors, vous êtes vice-présidente de SOS Crise. Et d'ailleurs, ça se voit sur votre magnifique t-shirt. Et SOS Crise qui fait un travail remarquable, il faut le dire et le redire, sur ces questions qui touchent certaines personnes, j'ai pas envie de dire beaucoup pour ne pas exagérer, mais en tout cas qui ont mis le doigt là où ça fait peut-être mal, où on ne voulait pas en parler. Vous allez représenter ces multiples personnes qui ne parlent pas de cette souffrance-là, et soyez-en remerciés. Un petit clin d'œil à votre directrice Fabienne Zetros, qui certainement nous regarde, et les multiples les personnes, les écoutantes et les écoutants de SOS Crise. En tout cas, bravo pour ce travail. Alors, je disais que vous étiez donc la vice-présidente d'une grosse association de la Martinique. Est-ce que vous nous en parlez un petit peu, Karine ? Eh bien, écoutez, SOS Crise est une association qui existe depuis 2016, qui a été fondée par Fabienne Sainte-Rose, dont vous avez parlé, qui est notre directrice aujourd'hui. Oui. Fabienne, que je salue, qui, je pense, est devant son téléviseur. Oui. Fabienne, qui est aussi présidente de l'AMVI, qui est l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme. Donc, c'est vrai que Fabienne Sainte-Rose, on va dire pour nous les victimes, c'est quelque part un potomitan, et quelqu'un qui a porté notre voix, qui continue à la porter et à défendre toutes ces victimes qui, on va en parler je suppose, doivent continuer à vivre. J'ai bien compris que le thème c'est vivre et survivre après l'inceste et après d'autres traumatismes d'ailleurs. Donc oui, il faut continuer à vivre, il faut se battre, il faut se faire soigner, il faut en parler, et on est là pour ça. Et l'association SOS Crise a été donc montée en 2016 par Fabienne Sainte-Rose, le professeur GL, en chef de service en psychiatrie, ainsi que le docteur Sigvard, qui est aussi un psychiatre. Et puis nous avons dans notre association aussi Catherine Aymar, qui est là depuis le début. Et ces personnes travaillent d'arrache-pied à l'écoute des Martiniquaises et des Martiniquais. Donc SOS Crise, c'est quoi ? Ce sont des bénévoles, des préventeurs et préventrices qui ont été formés à l'écoute et qui se relaient bénévolement sur une plateforme téléphonique. On répond aux Martiniquaises et aux Martiniquais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc aux appels d'urgence. Donc j'ai le numéro là, 0800 100, on le voit pas bien à l'écran. On va le répéter, mais 0800 0800 100 811. 811, donc, on va demander à Grégory d'ailleurs, voilà, qui est le réalisateur de l'émission, de bien vouloir nous faire un petit bandeau comme il sait très bien le faire d'ailleurs. Donc c'est un numéro voilà, qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à toutes les personnes qui se sentent mal, qui ont envie de parler, qui ont envie de décharger, qui sont en crise suicidaire parfois. Et voilà, nous sommes là, nous relayer sur cette plateforme, préventrices et préventeurs formés à l'écoute d'urgence. Et c'est vraiment un travail formidable que les préventeurs et préventrices font pour les Martiniquais. Et je veux d'ailleurs les remercier ce soir. Je suis moi-même préventrice bénévole à SOS Crise et j'ai l'honneur d'en avoir aussi la vice-présidence depuis que je suis un petit peu dégagée de d'autres obligations. Qu'on connaît d'ailleurs de voilà. toute façon. Alors justement, ça n'a pas dû être facile pour vous, Karine, parce que vous êtes une femme publique, on va dire les choses comme elles sont. Vous êtes toujours engagée sur le plan politique et vous n'avez pas hésité un seul instant à révéler ce qui vous est arrivé. Alors, pas hésiter, je dirais pas qu'on n'hésite pas. On n'a pas hésité, en tout cas, voilà, vous l'avez fait. En tout cas, je l'ai fait. Et c'est vrai que ça demande réflexion, forcément, quand vous êtes quelqu'un qui est un petit peu comme ça sur la place publique, quelle que soit votre situation, que vous soyez en politique, que vous soyez
dans un poste où on est plus ou moins connu. Et puis d'ailleurs, je dirais que vous soyez un Martiniquais ou une Martiniquaise lambda, quelle que soit votre situation, c'est toujours très compliqué de parler. C'est compliqué. C'est peut-être encore plus lorsqu'on a une situation sociale marquée forcément, avec des marqueurs. Et j'en parlerai. C'est encore plus compliqué par rapport au regard que les autres peuvent avoir sur vous. Et c'est contre ça aussi qu'on se bat à SOS Crise et à la vie avec Fabienne. Donc c'est vrai que c'est pas facile de faire ce pas de dénoncer et de parler. C'est très très compliqué. Compliqué parce qu'il faut déjà être prêt en tant que victime à parler. On en parlera peut-être. Il y a tout un processus parfois d'amnésie post-traumatique. Ensuite, on se souvient des faits. Ensuite, il faut pouvoir dire les faits. Mais est-ce qu'on se souvient toujours des faits? C'est une question très intéressante. Pas toujours. Oui, j'ai bien compris. Mais oui, ce n'est pas facile de parler. Moi, c'est vrai que je suis engagée en politique. Je me suis posé la question de savoir quelle sera la réaction des gens finalement quand j'aurai dévoilé une partie de ma vie, parce que vous mettez quand même une partie de votre vie à nu. Mais je me suis dit que si moi j'avais ce courage de parler et de dénoncer, ça allait sans doute appeler d'autres témoignages, appeler d'autres personnes à témoigner, à dire, et il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Donc j'avoue que j'ai pris mon bâton de pèlerin, je me suis dit, Karine, il faut y aller, il faut dénoncer et surtout appeler les personnes, les victimes à parler, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être ce soir des Martiniquaises et des Martiniquais qui nous regardent. Et des Guadeloupéennes. Et voilà, partout où vous êtes diffusés, et qui ont toujours cette peur, cette angoisse de dénoncer. Alors nous aimerions justement... Ce qui est compliqué aussi, Fred, juste, et puis après, vraiment, je vous laisse parler. Vous êtes invité. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on parle, ça a des conséquences aussi dans la famille souvent, parce que souvent les actes incestueux se passent dans la famille, donc on peut briser une famille. C'est très compliqué. Vous avez forcément ceux qui vont se mettre pour, ceux qui vont se mettre contre, ceux qui vont faire semblant de ne pas vous croire, ceux qui ne vous croient pas ou qui font semblant, ceux qui vous soutiennent, c'est très bien, mais il y a dans des familles beaucoup de personnes qui ne sont pas soutenues parce que c'est encore un sujet tabou finalement. Il y a encore une espèce de honte à dire qu'on est victime. Et moi, ce que je suis venue dire ce soir aux victimes, c'est que la honte doit changer de camp. La honte n'est pas du côté des victimes, de nous les victimes. La honte, elle est du côté de ceux qui agressent et de ceux qui doivent se faire soigner. Sauf que les mécanismes psychiques là, sont parfois un peu plus complexes qu'on ne pense. Malheureusement, les victimes ont souvent ce sentiment de culpabilité, mais on y reviendra. Justement, je voudrais à cette occasion, rappeler aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'appeler tout de suite, d'ailleurs, au 05 96 71 27 07, parce qu'on a décidé de faire un format un peu plus court de façon très exceptionnelle. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue, votre sentiment, votre expérience ou simplement ce que vous pensez de ce fait qui, quand même, Karine, semble avoir une connotation culturelle non négligeable. Parce j'entends parfois des proverbes chez nous, Mampaka, Élivé, Chouval pour officier monté. Ce sont des proverbes comme ça qui sans vouloir comme ça, valident un certain nombre de situations qui existent déjà dans notre société. Oui, c'est malheureusement le cas. Je pense que c'est très culturel. Je pense que c'est beaucoup lié aussi on en a parlé il n'y a pas longtemps, au magico-religieux, c'est-à-dire à toutes ces pratiques qu'on a encore, qui sont des pratiques du quimbois, de toutes sortes de choses un petit peu ésotériques comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est malheureusement ancré dans notre culture. Et puis, c'est toutes ces pratiques-là aussi qui imposent le silence à la victime et parfois à la famille qui est au courant. Parfois, dans une famille, un enfant se fait abuser sexuellement par un oncle, par son père, etc. La mère le sait, la tante le sait, mais tout le monde garde le silence parce qu'on a peur, encore une fois, de faire éclater cette vérité. Et pourtant, pour les victimes, c'est important pour la reconstruction. Vous ne pouvez pas vous reconstruire tant que vous n'avez pas parlé, tant que vous n'avez pas dit, tant que vous n'avez pas
lâcher, en fin de compte, ce qui vous est arrivé. Pour vous reconstruire, vous êtes obligé à un moment de passer par cet acte de dire. Et c'est important de dire. Vous savez, j'entends bien ce que vous êtes en train de dire, mais lorsqu'on a été construit dans le silence par rapport à ces faits, il faut vraiment se surpasser pour dire, alors qu'on a été formaté dans le silence. Il faut se surpasser pour dire. C'est pour ça que toutes les victimes qui ont parlé, je leur dis bravo, oui, parce qu'il faut du courage. Et je leur dis merci aussi, parce qu'elles vont certainement encourager d'autres victimes à parler. Voyez, moi, dans mon cas, en plus, quand il s'agit de quelqu'un qui est connu, oui, sur la place publique, quand il s'agit de gens qui sont admirés, adulés, qui ont beaucoup de gens autour d'eux, qui sont des gens, entre guillemets, aimés, oui, aimés. C'est très compliqué de déconstruire cette image que les autres ont de cette personne. Parce que vous-même, vous vous dites, mais c'est pas possible que ce soit quelqu'un à plusieurs visages. Et en réalité, des êtres humains à 2 visages, à 3 visages, à 4 visages, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que c'est encore plus dur de parler quand ce sont des gens comme ça qui ont beaucoup d'aura, qui sont très admirés. Mais souvent, il s'avère que ces prédateurs, ces pédocriminels, parce que c'est un crime, sont des personnes qui, dans leur vie extérieure, sont des personnes très à l'aise, qui sont assez manipulatrices, donc qui ont beaucoup d'aura en général. Donc c'est vrai que tout ça fait que souvent les victimes se sentent un peu écrasées. Puis vous avez parlé aussi de la culpabilité, de la culpabilité d'un enfant qui a 7, 8, 10 ans... ne sait pas trop ce qui se passe, qui devient adulte, qui se dit, est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était pas normal? Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, mais qui malheureusement après dans la construction qu'on a enfant, vous le savez mieux que moi, tout ça va jouer sur sa vie d'adulte et sur sa construction. Mais alors, ce qui m'a toujours un peu surpris, c'est que les enfants sont des éponges émotionnelles et qui arrivent très facilement à manifester, à exprimer ce qu'ils ressentent. Comment les parents peuvent ne pas voir dans ces cas? S'ils ne disent pas, les enfants, en tout cas, il y a des faits, enfin, vous pouvez en parler dans l'expérience que vous avez des victimes que vous rencontrez, il y a eu des faits des signes qui pourraient alerter l'entourage de la souffrance de l'enfant. Alors oui, il y a des signes qui peuvent alerter l'entourage, mais des fois, ce ne sont pas les signes qu'on pense être logiques. Un enfant, on va se dire, qui a subi des violences sexuelles, pourrait être un enfant qui va se replier sur lui-même, qui va se mettre à travailler mal à l'école, qui va essayer de manifester par un comportement peut-être un peu inadéquat à certains moments. Donc oui, ça va être le cas pour certains enfants. Mais d'autres vont réagir autrement. Au contraire, d'autres, parfois, vont vouloir être des enfants parfaits. Parce que cet amour qu'ils n'ont pas eu à ce moment-là, cette affection, cette protection qu'ils attendaient de l'adulte, ils vont essayer de la rattraper dans leur famille, auprès de leurs parents. Donc ils vont essayer au contraire d'être des enfants parfaits. Ils vont donc très bien travailler à l'école, ils vont tout faire très bien, être très bons au piano, être très bons partout, et les parents vont pas se rendre compte, ils vont juste se dire « Tiens, j'ai une petite fille parfaite qui fait jamais de bêtises, qui obéit, etc. » Donc, en fait, ce que je voudrais dire aux parents, c'est que les 2 attitudes sont à surveiller. Que vous ayez un enfant qui dévie complètement alors qu'il était un enfant normal. Un enfant, ça a forcément des moments où il fait des bêtises, mais pas tout le temps. Donc, s'il dévie trop, ou au contraire, s'il est trop sérieux, moi, ça a été mon cas, j'ai été une petite fille, je vais dire, parfaite, finalement. Parce qu'il fallait que comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est ce manque de protection que j'avais, que je le rattrape quelque part. C'était inconscient ou vous aviez conscience? Totalement inconscient, puisque moi j'ai eu une amnésie post-traumatique, puisque je me suis rappelé des faits à l'âge de 16 ans. Sauf que quand vous êtes un enfant, qu'il vous arrive des choses aussi horribles, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus horrible pour un enfant que de se faire agresser sexuellement,
à différents niveaux, dans des conditions différentes. Moi, par exemple, j'ai été enfermée dans une pièce. Donc, vous êtes un enfant, on vous enferme à clé dans une pièce. Et j'en passe. Hein. Donc, quand vous vivez ça, en fin de compte, votre cerveau se défend et le cerveau dit non, ça, il faut l'oublier. Pour que vous puissiez survivre en réalité. Parce que l'enfant, s'il est face à cette réalité et qu'il vit avec, il ne pourra pas survivre. C'est pas possible. Donc, quand vous avez un bobo, une plaie, votre corps se bat pour réparer la plaie. Au bout de 3-4 jours, vous voyez que vous commencez à avoir une croûte. Ben, c'est pareil. Là, vous avez reçu un choc émotionnel, et parfois, souvent, ça a été mon cas, plusieurs fois en plus, d'affilée. Et là, votre cerveau dit, pour m'en sortir, je vais oublier. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de voile. On met, sauf que le problème, c'est que on croit qu'on oublie, mais il y a un petit tiroir ou un grand tiroir où tout ça est là-dedans. Et inconsciemment, on fait des choses pour essayer d'oublier, mais ça revient un jour, ou ça ne revient pas, malheureusement. Parce que je pense qu'à la limite, c'est mieux de se souvenir, mieux de pouvoir dire, mieux de pouvoir accuser celui qui a commis le crime pour ensuite se reconstruire. Mais on est toujours dans cette défensive, en fait, en tant qu'enfant. Et l'amnésie, bon, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais ce que j'ai vécu, moi, c'est que cette amnésie, elle vous permet de survivre. Bien sûr, elle est défensive. Et voilà. puis d'ailleurs, vous disiez quelque chose de très fort. Ce choc émotionnel, ça construit en plus au même moment une sorte de sidération chez les personnes qui sont traumatisées. Comme si le cerveau, et c'est d'ailleurs un organe que je trouve extraordinaire, c'est pas parce que je suis psychologue que je le dis, mais je le trouve. Oui, le cerveau est extraordinaire. Tout se passe au moment du gros trauma. Il y a une sorte de sidération pour dire stop, on arrête tout. Exactement. Et évidemment, ça nourrira quelques semaines, voire quelques mois après l'amnésie post-traumatique. Mais c'est très bien que vous nous en parliez. On aimerait aussi d'ailleurs que nos téléspectatrices, nos téléspectateurs nous donnent leur avis sur cette situation. On a l'impression quand même, Karine, que... pardonnez-moi, ça va peut-être vous choquer, qu'on est dans un effet de mode, puisque avant ça se disait pas, on n'en parlait pas, et il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu tout cela. Alors est-ce que dans tout cela, on n'est pas non plus porté par une surmédiatisation de la situation? Alors écoutez, oui, c'est une mode, mais moi je suis très contente que ce soit à la mode de parler, de balancer son porc, et de balancer le hashtag MeToo balance ton porc. Il a pu libérer la parole. Et moi, encore une fois, c'est grâce au livre de Camille Kouchner qu'avec mes 2 cousines, nous avons pu avoir le courage de dire « elle l'a fait, on va le faire ». Elle l'a fait. Son agresseur était quelqu'un de connu, très connu politiquement, etc. Nous, on peut le faire. Donc, c'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé en réalité. Cette parole qui s'est libérée avec les mouvements. Et moi, j'appelle encore une fois toutes les victimes à parler. Et d'ailleurs, ce que je veux dire aux téléspectatrices et téléspectateurs, c'est que nous, à SOS Crise, nous avons été désignés par la Commission contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, c'est-à-dire la Civise, pour recevoir les appels, c'est-à-dire les témoignages des personnes qui sont dans l'outre-mer, qu'elles soient en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc. Donc, c'est encore ce numéro, 0800 100 811. Si vous voulez témoigner de ce qui vous est arrivé petit, même si vous ne l'avez jamais dit. C'est important aujourd'hui d'en témoigner. Pendant 2 ans, cette commission va recueillir les témoignages et à partir de ces témoignages, pouvoir mettre en place des politiques, enfin, de protection des enfants. Parce que jusqu'à maintenant, tant qu'on en parlait, comme vous disiez, un petit peu de temps en temps, eh bien finalement, on n'avait pas assez de témoignages pour pouvoir se dire mais comment on va pouvoir protéger les enfants? Comment voir si un enfant va mal? Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? Parce que des fois, les parents n'osent pas parler à leurs enfants. Moi, j'avais des parents merveilleux, mais qui m'ont jamais parlé vraiment de sexualité, etc. Alors aujourd'hui, c'est moins tabou. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? On devrait intervenir dans les classes, par exemple, dès les petites classes. Vous êtes enseignante, donc vous participez à cette
communauté éducative. Les enfants sont aussi à l'école. Comment la communauté enseignante peut-elle être mobilisée, avoir un regard sur le vécu des enfants? Moi, ce que je pense, c'est que dès les petites classes, il faut faire des interventions dans les écoles, dès la maternelle d'ailleurs, parce que les enfants comprennent très bien à partir, enfin même avant 3 ans, mais là ils peuvent mettre des mots et leur expliquer les choses, bien sûr avec des façons d'expliquer à chaque niveau, mais il faut des interventions dans les écoles. Ensuite, tous ces prédateurs qui sont là, qui sont encore là, au moment où je vous parle, il y en a plein encore en Martinique, partout. On a parlé de l'église, mais moi je parle des clubs sportifs, où il y a des enfants qui font du sport. Oui, c'est vrai. Parce que ces prédateurs, ces pédocriminels, ils s'arrangent pour se retrouver à des endroits où il y a des enfants. Dans les établissements scolaires, il y en a partout. Donc il faut qu'on arrive à les repérer. Et tout ça, ça passe par de la formation, par dire les choses. C'est pour ça qu'on appelle au témoignage aujourd'hui toutes les personnes de l'outre-mer. Vous allez nous appeler au 0800 100 811 et on va vous expliquer comment déposer votre témoignage. Alors justement, à ce moment, on va passer une petite vidéo au sujet de... C'est ça, l'appel au témoignage qui est très important. Une petite vidéo que vous nous avez adressée et qu'on a mis dans cette petite... C'est gentil de la passer. On la passe tout de suite, on la regarde attentivement. Elle était devenue l'ombre d'elle-même depuis quelques mois, un fantôme. Avant, on n'entendait qu'elle. Je me suis même dit, la puberté si jeune, à 9 ans, je me rappellerai toute ma vie. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. C'était la fin du monde. Il avait violé mon enfant. Comment se relève-t-on de ça? J'ai écouté son calvaire sous mon toit. Je l'écoute tout de suite, même si elle ne pleurait pas. Pas une larme, mais une détresse immense. Le père a tout mis en bloc. L'affaire a été classée sans suite. Sans suite, oui, pour eux, pas pour nous. Vidéo. Alors, j'ai vu qu'on a mis le père et puis on a mis 3 points de suspension. Et c'est pas anodin, j'imagine, parce comment peut-on encore être père quand on a violé son enfant? S'il y a une sorte c'est même pas de l'ambivalence, quelque chose qui déconstruit l'enfant. Comment son père peut être son bourreau? Est-ce qu'il ne perd pas ce statut de père, selon vous? Je vais peut-être un peu loin, mais j'ai du mal à imaginer. Est-ce qu'on peut encore l'appeler père? Est-ce qu'on peut dire encore que c'est le père? C'est ça la question que vous posez. Oui, c'est mais ça. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez repris ce fameux proverbe créole qui est hallucinant de cruauté. Mais oui, c'est vrai. Donc, un père, il reste le père biologique de l'enfant, mais il est surtout un malade psychiatrique. Il est surtout un malade qu'il faut soigner. Mais est-ce que quand vous dites qu'il est malade, vous n'êtes pas en train de le justifier un petit peu, Karine? Non, c'est pas... S'il est malade de psychiatrique, on va le mettre forcément dans un processus thérapeutique, mais c'est aussi un criminel, donc il faut... C'est un criminel malade, donc il faut qu'il soit puni. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse de la prison et il faut aussi qu'il soit soigné. Oui. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, les témoignages qu'on va déposer à la Civise, parce que les politiques publiques pour protéger les enfants, on en a parlé, c'est informer les enfants pour qu'ils parlent le plus tôt que possible, puis c'est aussi prendre en charge les victimes, parce que quand on est victime, on a besoin de pouvoir vivre, on a besoin de pouvoir être heureux, on a besoin de pouvoir fonder une famille, avoir des enfants, avoir un travail. Il y a aujourd'hui des victimes qui n'y arrivent pas jusqu'à maintenant à avoir une vie, on va dire, normale. Mais en tout cas, les victimes ont besoin d'être soignées pour vivre. Et je regardais mais
les criminels, eux aussi, doivent être soignés. Je ne regardais pas la bonne lampe, figurez-vous, il y a longtemps que nous avons des appels. Ah bon? Comme quoi, 2 mois de vacances, ça me fait du bien. Hein, voilà, mais c'est pas grave, on va aller prendre. On va aller prendre tout de suite au 05 96 71 27 07. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oh là là, quel dynamisme. Bonsoir. Votre prénom? Calixte. Oui, on vous écoute, Calixte. Oui, ce que je voudrais dire, c'est très difficile pour moi de parler de ça. C'est pas moi directement, mais et comment au 21e siècle, il y a des gens qui continuent à agresser les enfants et que pour rester en famille, j'ai entendu quelqu'un dire, on est plus fort ensemble en détruisant un enfant. Vous voyez? Oui, on écoute bien ce que vous êtes en train de nous dire. Et aujourd'hui, au 21e siècle, avoir ce comportement-là, je trouve ça aberrant ou je trouve ça inculte, pas spirituel. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment on peut accepter ça. Est-ce que dans votre entourage, Calixte, est-ce que vous avez des connaissances de personnes qui ont été victimes? Oui, que j'ai dénoncé. Que vous avez, vous dénoncé, hein? Eh bien oui. Alors ces enfants, malgré la volonté des parents ou avec les parents de ces enfants? Comment vous avez dénoncé? Parlez-nous de vous. Malgré. D'accord. Malgré, j'ai fait, même si, non, il y a des choses inimaginables, impensables dans ce monde. Et je pense qu'il y a ce magico-religieux qui joue, de l'ésotérisme, le quindois. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut toucher à un enfant. J'arrive pas à comprendre ça. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mon père nous a protégés. Et comment on peut pas protéger un enfant? Et le père, quand l'enfant a parlé, l'enfant a parlé, hein? Il avait quel âge quand il a parlé? Il était en colère. Calixte, il avait à peu près quel âge quand il a parlé, l'enfant? 4 ans. 4 ans. Ouais. Terrible, ça. Un petit peu plus âgé maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, alors, mais ça a duré, depuis quand ça durait? Je sais pas. Et comment Voilà. Comment va cette victime? Vous avez eu l'occasion de la revoir? Non. Enfin... c'est très difficile pour moi. Je comprends que ça soit très difficile parce que c'est effectivement insupportable. Mais Calixte, vous avez quand même eu cette volonté. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez été porté par le corps social ou vous êtes senti un petit peu isolé dans cette démarche de... Je me suis pas sentie isolée parce que dès la première fois que l'enfant m'a parlé, j'en ai parlé à mon médecin et j'ai fait le 119, mais bon, de toute façon, non. Et après, je me suis pas sentie isolée parce que je suis une personne active quand même. Et j'en ai parlé à personne de droit. Oui. Et que ce n'était pas normal que quelqu'un de plus de 10 fois l'âge de l'enfant mettait un secret dans sa tête. Oui. Voilà, et c'est terrible, hein, qu'une personne, tu mets le secret de la tête d'un enfant qui n'a même pas 4 ans. C'est pas normal. Vous voulez réagir, Karine? Alors, Calixte, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre appel. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est que bravo pour votre courage, parce que il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont au courant de faits comme ça, de pédocriminalité, qui ne dénoncent pas parce qu'on a peur, on a peur des conséquences en réalité. Donc déjà, bravo pour votre courage. C'est pas facile non plus pour les témoins, ceux qui prennent les témoignages des enfants. C'est pas facile d'entendre ces histoires-là comme vous avez pu l'entendre. Vous-même, ça vous traumatise, vous vous dites mais comment ça peut arriver, etc. Et ce que vous avez fait, c'est très bien d'en parler à votre médecin, de le dénoncer.
Et franchement, je suis très, très fière et contente qu'il y ait des personnes comme vous. Et il faut que ça continue. Donc, en tout cas, je vous dis merci pour cet enfant parce que certainement, vous lui avez sauvé la vie parce que sans doute les actes vont s'arrêter. Sans doute qu'il y aura, j'espère, une suite judiciaire. Sans doute que cet enfant sera suivi, je l'espère, par un psychiatre. Et grâce à vous, vous avez sans doute, par votre témoignage et votre courage, vous avez sans doute sauvé la vie d'un enfant et en tout cas amenuisé, on va dire, ce qu'il peut porter. Et c'est très important que nous, les adultes, parce que les enfants, ils attendent quoi des adultes? Ils attendent deux choses, de la protection et de la reconnaissance, qu'on les valorise, qu'on les aime et qu'on les protège. Et un enfant, quand il lui arrive ce genre de choses, il ne se sent plus protégé par les adultes. Tout à fait. Donc merci Calixte. Merci Calixte. Oui, et vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Merci de votre témoignage. Oui, ce que je voudrais ajouter, donc. c'est que l'enfant est en permanence avec son agresseur. C'est terrible. L'enfant est toujours avec son bourreau. Il est toujours avec. Oui. Donc en fait, l'agresseur n'a pas fait l'objet de poursuites, voire non, mais c'est pas récent, ça. Pardon, j'ai pas bien compris, c'est récent. C'est récent, oui. D'accord. Eh ben, Calixte, c'est important, il faut continuer dans votre action. Et moi, ce que je vous propose, si vous pouvez, c'est de nous appeler au 0800 100 811 pour un peu exposer aux préventeurs qui vont vous répondre et voir ce que vous pouvez faire. Parce qu'il faut absolument que cet enfant soit sorti de chez lui. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont agressés chez eux. Ça me met en colère. Je ne peux pas vous expliquer. Et on met du temps à les sortir des mains, des griffes de leur agresseur. Et avec le Covid, malheureusement, il y a des enfants, leur seul moyen de sortir de chez eux, c'était d'aller à l'école. Et pendant longtemps, ils n'ont pas pu aller à l'école. Donc, ils étaient aux mains de leur agresseur 24 heures sur 24. Et de ce point de vue, il faut appeler nous, Calixte, au 0800 100 811. On va vous dire ce qu'il faut faire pour sortir cet enfant de cette situation. Merci, le numéro s'affiche. Merci beaucoup, Calixte. On vous reverra certainement dans d'autres circonstances. Merci encore, bravo. Merci beaucoup. Je vous sens très touchée lorsqu'on parle de ces situations. Oui, je suis touchée parce que moi, je suis une petite fille, je m'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis une adulte et ma cause, c'est de protéger les autres enfants. Et tant que je saurai qu'il y a des enfants en situation comme ça, d'être avec des agresseurs qui vont leur bouffer leur vie, ça me met en colère, vous ne pouvez pas savoir. J'imagine. Et c'est pour ça que j'appelle la population à la vigilance. On voit ce qui se passe chez nos voisins, on voit ce qui se passe. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une voisine frapper son enfant, je suis allée voir. Et je l'ai interpellée, je lui ai dit, il faut y aller mollo, quoi. Parce qu'à un moment, on voit, on sait. Et il faut que dans cette société martiniquaise, on parle. Il faut parler. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Calixte, d'être venu. On va laisser peut-être la place à un autre ou une autre personne. Merci d'être venu. Merci, Calixte. Appelez-nous. Le numéro s'affiche d'ailleurs sur l'écran. Alors j'avais une question. On parle beaucoup de ces victimes. Alors, il faut dire aussi que les victimes sont des petites filles, mais aussi des petits garçons. Énormément de petits garçons. Énormément de petits garçons dans les clubs de sport, les clubs de voile, les clubs de vélo, dans les vestiaires. Vous faites de la natation. Il y a des enfants. C'est terrible. Dans le milieu de l'église, il y a beaucoup de petits garçons abusés. Bien sûr qu'il y a des petits garçons. Et en Martinique, il y en a aussi. Il y en a qui ont été abusés, qui n'ont toujours pas parlé. Donc, bien sûr. Parce qu'en plus, pèse sur eux. Mais justement qu'on n'ait pas pu. Parce qu'en fait, lorsqu'il s'est agi de faire ce recensement des victimes dans les églises, on s'est rendu compte qu'il y avait peu finalement de personnes concernées. Donc, tout simplement parce que les gens... ils ont encore cette peur au ventre. La victime a cette peur de parler. Je la comprends, je suis victime. C'est difficile de dénoncer son bourreau, surtout quand c'est un prêtre de l'église adoré, adulé, etc. C'est difficile. Deuxième chose qui est difficile pour les victimes, et j'en parle beaucoup, on en parle beaucoup dans l'association, c'est le regard que les autres auront sur vous.
Il a été victime, elle a été victime, donc ça doit être quelqu'un de pas bien dans sa tête, de pas construit, etc. C'est faux. Vous êtes victime, vous avez parlé, vous êtes reconstruit, vous êtes donc plus fort que ceux qui n'ont pas été victimes. Et moi, c'est ça que je veux dire aux victimes. Le regard des autres sur vous, à la limite, je vais vous dire, vous n'êtes pas celui qui est fautif. Vous êtes victime, vous vous êtes reconstruit, vous essayez de vous reconstruire. Vous êtes donc fort et courageux. Donc il faut parler. Parce que c'est beaucoup pour ça que les gens ont peur de parler. Ils ont peur du regard des autres sur eux. Alors poursuivons la conversation avec le... Excusez-moi, je suis un peu emballée parce que c'est tellement... C'est mon cheval de bataille. Je sais bien. Allez, il y a trop de... Et ce que je veux vous dire, Fred, et à tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut parler pour aller mieux et qu'une société est faite d'hommes et de femmes qui doivent être bien dans leur tête. Sinon, la société va mal. Nous sommes bien d'accord. S'il vous plaît, vous avez été victime. On va laisser parler justement nos téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui nous attend au 71 27 07. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est à vous. Bon, bah écoutez, on poursuit. Ils ont raccroché alors. Ils ont peut-être raccroché, mais ils vont rappeler. Oui, bonsoir, y a-t-il quelqu'un ? Non, il n'y a personne pour l'instant, ce qui nous donne le temps à nous aussi de continuer cet échange. Alors, j'ai vu que vous insistez pour que les gens témoignent. J'ai vu que vous êtes engagé, mais là aussi, ça dépend des capacités des personnes à pouvoir exprimer leur souffrance. C'est pas donné à tout chacun. Tout le monde ne s'appelle pas Karine Mousseau avec sa force mentale ou bien Fabienne. Il y en a d'autres qui sont dans le silence parce que simplement c'est difficile pour eux. Qu'est-ce que ces personnes doivent faire ? Il faut qu'on aille les chercher. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'on doit faire, c'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est-à-dire qu'il faut que de plus en plus, il y ait des émissions comme la vôtre, et je vous remercie vraiment. Je te remercie, Fred, de nous avoir invités SOS Crise. Il faut que de plus en plus, on parle de ce sujet. Oui. Dire aux adultes et aux enfants que ce n'est pas un sujet tabou. Parce que plus on va en parler, plus ça va libérer la parole. Parce que les victimes vont s'en rendre compte, même si elles sont dans la peur, dans l'angoisse, elles vont se dire « Eh bien tiens, si Fabienne Sainte-Rose a parlé, moi je peux parler aussi. Si Camille Kouchner a parlé, je peux parler. Si Karine Mousseau a parlé, je vais parler aussi. » Et plus on parlera, plus on va dénoncer, plus d'autres parleront et dénonceront, et mieux ça ira. C'est pas aussi simple, parce qu'en fait, le témoignage de Calix, mais on va recevoir cette personne qui est revenue, le témoignage de Calix montre que la justice, ça ne suit pas toujours... Comment peut-on imaginer que le bourreau soit encore en face de la victime, Karine ? Peut-être parce que les choses n'ont pas été faites, peut-être parce que Calix n'en a parlé qu'à son médecin, mais qu'elle n'a pas interpellé les personnes qu'il faut interpeller. Donc, c'est pour ça que je demande à toutes les personnes qui soient victimes, il y a des gens qui savent qu'il se passe des choses pas nettes pour certains enfants chez eux. Eh bien, il faut pas hésiter. Vous appelez au 0800 100 811 et on vous dira ce qu'il faut faire. Très bien, merci. Allez, c'est à vous, bonsoir. Oui. Bonsoir, votre prénom ? Comment ? Votre prénom ? Comment ? Votre prénom ? Ah, Nick. Allô ? Nick, oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Je suis pas à l'antenne. Ah, mais vous êtes à l'antenne, vous êtes... Et toute la nation... Allô ? Oui, je vous entends. Alors, écoutez-nous. Oui, je suis là. Oui, voilà, vous êtes là. Voilà, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire ? Ah, ben voilà, je vous écoute là maintenant. Oui, c'est voilà. Nick. Voilà. Alors, c'est Nick. Vous m'écoutez là ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je voudrais vraiment remercier Madame Mousseau. Merci à vous. Alors Nick, essayez de parler dans le téléphone. Ne regardez pas la télé parce que ça fait un décalage. Parlez-nous dans le téléphone. Et baissez la télé. Je voulais remercier Madame Mousseau. Elle m'a dit... bon. Ah oui, parce que je ne regarde pas la télé, hein. Mais on l'entend. Je ne regarde pas la télé, je suis au téléphone.
Et vraiment, je trouve que le travail qu'elle fait est formidable. Merci. Vous voyez, on entend le décalage. Oui, j'ai compris. On entend, alors que si vous aviez baissé le son de la télé et que vous nous parliez sur le téléphone, on n'aurait pas eu ce décalage, Nick. Ah oui, c'est compliqué pour les téléspectateurs et je peux le comprendre. Là, vous entendez, ça y est, vous avez baissé le son? Du coup, tout est mort. Elle est partie. Et donc, je rappelle, quand vous nous appelez, baissez le son. Voilà, c'est bon. Voilà, ça marche. Allez, on discute. Alors, vous disiez que vous félicitiez Madame Mousseau. Oui, Madame Mousseau. Je voulais remercier Madame Mousseau pour son intervention. Je trouve que l'émission est vraiment formidable parce qu'il faut beaucoup de courage pour, surtout elle, parce que je connais, je ne sais pas, quand elle trouvera mon nom, enfin, après on va en parler hors antenne, mais ce qu'elle fait est vraiment, vraiment, j'ai des frissons tellement que ça m'a donné la chair de poule. Alors Nick, moi j'ai envie de vous demander... Oui. Parce que lorsque j'ai entendu cette information, ça fait déjà quand même un moment, je n'en revenais pas. Hein. Oui, vraiment, je suis tombée des nues. C'est vrai que et puis le travail de l'association, c'est vrai que c'est un travail qu'il fallait faire, qu'il fallait mener. L'histoire Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Nick, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je suis une ancienne enseignante à la retraite et je sais qu'il y a des enfants, j'ai eu des confidences d'enfants et ça se sent parce que on le ressent dans les devoirs, dans les rédactions. Vous avez ça aussi. Donc je voudrais dire à Karine qu'il faudrait aussi que les gens qui accompagnent les enfants dans les écoles, comment on les appelle, les assistantes sociales, vous voyez, les travailleurs sociaux, les etc. psychologues. Je suis tellement émue que je n'arrive pas à parler. En tous les cas, ces gens-là, il faut aussi les contacter parce qu'ils savent des choses et ça ne remonte pas. Souvent, c'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'occasion de faire des signalements parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Ça se ressent. L'enfant, on sent ça sur le comportement de l'enfant. On sent ça dans ses rédactions. On sent ça dans les mots qu'il emploie. Alors, je ne comprends pas. Les parents, effectivement, il ne faut pas les incriminer. C'est pas eux. Parce que les parents, souvent, ils sont tellement occupés qu'ils ne s'en rendent pas compte. Bon, je n'incrimine pas les parents, mais il faut quand même que l'information remonte aux parents et que les parents arrivent à, comme elle le disait, à frapper à la bonne porte, notamment à cette association qui s'est montée. C'est très bien. Bon, maintenant, ça c'est une chose. Mais là, je voudrais aussi dire, parce que Madame Fabienne Sainte-Rose travaille au centre avec le docteur Callier et le docteur Sivard. C'est vrai. Bon. Par contre, ce que moi je voudrais dire, il faut faire attention. J'ai eu oui-dire aussi, hein, que c'est pas des oui-dire, hein, c'est vraiment des choses qui sont vérifiables. Je voulais dire qu'il faut faire attention. Il y a des gens parfois qui font ce qu'on appelle des burn-out. Les gens font des burn-out et c'est une forme d'amnésie, un burn-out. C'est-à-dire qu'un jour, on se réveille, on ne voit plus rien, on ne sait plus rien, on ne sait même pas où on est. Et parfois, il y a des gens qui essayent de vous faire dire que vous avez été violé. Il faut faire attention aussi. Ça, c'est... Bon. C'est... Ça peut aussi être traumatisant pour la personne qui a déjà un traumatisme de par son burn-out. Vous voyez? Alors voilà, c'était mon témoignage. Et en tous les cas, ça n'enlève rien à ce que fait Karine. Au contraire, moi je veux apporter ma pierre à l'édifice et lui dire chapeau vraiment bas parce que pour faire ce qu'elle a fait alors qu'elle était femme politique, et puis s'adresser à quelqu'un qui était déjà mort,
alors qu'elle n'avait pas vraiment de recours contre cette personne. Eh bien, vraiment, il fallait le faire. Hein. Très bien. Voilà. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Nick. Alors, si elle veut me faire un petit mot, je l'écoute. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'est très touchant ton témoignage. Et c'est vrai que on l'a fait pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que en pensant que ça entraînerait une libération de la parole. Et c'est vrai que quand on a témoigné, nous, de façon publique, il y a eu beaucoup, beaucoup de paroles libérées dans des familles. Et du coup, c'est vrai que c'est le but. Le but, c'est vraiment qu'on puisse dénoncer ces crimes. Et si on peut être un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres victimes qui dénoncent et qui se battent. Et en tout cas, nous, à cette association SOS Crise, c'est vraiment notre combat, libérer la parole. Et je veux encore remercier évidemment le bureau de l'association, évidemment notre directrice Fabienne Sainte-Rose qui fait un travail formidable, nos salariés et puis aussi ces préventeurs et préventrices, j'espère ils sont devant la télé ce soir, bénévoles qui viennent répondre aux Martiniquaises, aux Guyanais, aux Guadeloupéens, à toutes des personnes qui appellent de tout l'outre-mer et même de métropole. D'ailleurs, on reçoit des appels de métropole, qui sont formés à écouter, à désescalader les crises et à faire en sorte que, tout simplement, l'autre aille mieux. Et ça, c'est donner de son temps pour l'autre. Et c'est vraiment je vais dire, le non de notre association. C'est qu'on croit beaucoup à la santé communautaire. C'est-à-dire que plus on va former des gens à écouter les autres, à repérer les situations de mal-être, de crise, plus on va être solidaires les uns des autres, on va pouvoir s'aider. C'est un peu comme si on forme des personnes au premier secours. Quand vous voyez un accident sur la route, vous êtes formé au premier secours, vous vous arrêtez et vous pouvez sauver la vie d'une personne. Bien, à SOS Crise, on a déjà formé plus de 800 préventeurs et préventrices qui sont là pour tout simplement être le premier secours à des personnes qui sont en crise, qui sont en détresse. Parce qu'il n'y a pas que la souffrance physique, la souffrance morale, elle est très importante. Et les Martiniquaises et les Martiniquais, avec cette crise Covid, eh bien, ils sont en grande souffrance. Je vous remercie d'avoir d'ailleurs rappelé tous les méfaits psychologiques du confinement, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Je l'ai particulièrement dénoncé sur les médias, parce que je trouvais que là, par contre, le gouvernement n'avait pas fait cet accompagnement nécessaire. On ne s'était pas rendu compte que confiner les gens, c'était confiner les bourreaux avec les victimes, que ce soit des victimes sexuelles, que ce soit des victimes de violences conjugales. On y reviendra. Alors, il y a quelqu'un qui veut nous parler au 71 27 07. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Votre prénom, bonsoir. Laurence. Oui. Allez, on vous écoute, Laurence. Oui, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir, Madame Rousseau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Laurence. On peut être à des années-lumière idéologiquement et politiquement, mais ce soir, en tout cas, j'entends une grande dame s'exprimer. Et loin d'un discours ou d'un regard posé sur une victime de pédocriminalité, c'est vraiment un regard de femme politique face à une femme politique, et je tiens vraiment à la saluer. On a trop souvent tendance à dire que nos hommes politiques, nos femmes politiques ne touchent pas du doigt les problèmes fondamentaux de notre société. Et c'est rare de nos jours d'entendre une personne aussi engagée dans ce combat, après avoir été présidente du CNT, après avoir été élue au plus haut rang du pouvoir local. Je ne me suis jamais reconnue dans ce que vous véhiculez. Et là, ce soir, vous ramenez un débat qui est éminemment politique sur la table, et savoir aujourd'hui si vous êtes satisfaite de la réponse politique face à ce problème, de la réponse judiciaire, juridique face à ce problème, et même de la prise en charge au plus haut niveau du gouvernement français. Et de plus,
Aujourd'hui, à la Martinique, vous avez été une victime d'une personne célèbre. D'autres n'en parlent pas, mais d'autres sont concernés. C'est presque à se demander s'il n'y aurait pas un réseau qui exploite nos enfants. Et à ce niveau-là, sans bien évidemment dénoncer ou faire de la délation, hein, c'est pas du tout l'objectif de mon intervention. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est de plus en plus difficile de masquer cet état de fait. Aujourd'hui, à la Martinique, il y a des réseaux bien organisés qui s'emparent de nos enfants. Alors c'est vrai que Karine Musso est la représentation de ce qui se passe intramuros à l'intérieur de... Laurence, On entend de plus en plus de... Pardon ? Oui, on vous entendait plus. Allez, continuez, je vous en prie. On vous écoutait religieusement, d'ailleurs. On entend de plus en plus d'enfants qui disparaissent en ce moment pendant 3-4 jours, une semaine, 2 mois, qui réapparaissent, la fleur au bec, bien constituée, pas amaigrie, pas l'air traumatisée, et qui sont pourtant laissés sur de grands chemins. Et j'estime que ça mérite d'être dénoncé. Et je pense que SOS Crise aujourd'hui, de par sa crédibilité, de par sa sincérité, son honnêteté, et aujourd'hui, j'entends encore à travers Mme Karine Musso l'intérêt qu'elle porte à défendre sa famille, malgré qu'elle soit la victime, à ne pas remuer le couteau dans la plaie en restant très évasive pour le respect de sa personne et le respect de l'image de sa famille. Mais nous savons bien que c'est dévastateur. Et à quel moment, véritablement, nous aurons une classe politique qui se penchera sur ce problème, si tant est que cette dernière ne soit pas peut-être même l'instigatrice de ce réseau. Voilà. En tout cas, Madame Musso, je tiens à vous dire que c'est une de vos actions politiques que je retiendrai. Merci beaucoup et bon courage à vous. Merci, Laurence. Oui, Karine. Merci, Laurence. Vous avez dit tellement de choses touchantes, encore une fois, et vraies. Et c'est vrai que la réponse politique à ce problème de pédophilie, d'actes incestueux, de pédocriminalité, aujourd'hui, elle n'est évidemment pas à la mesure du phénomène. Nous sommes bien d'accord. Parce que c'est un phénomène qui n'était pas dénoncé. Aujourd'hui, on en parle ouvertement depuis 2 ans à peu près, avec effectivement, la parole se libère. Merci, la parole se libère. Mais ça restait un sujet tabou. Or, on sait qu'en Martinique, les victimes sont très nombreuses. Des victimes comme moi, adultes, mais il y a encore aujourd'hui, et vous en avez parlé, Laurence, et je suis complètement en phase avec vous, il y a encore des victimes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Vous l'avez dit, Laurence, oui, il y a des réseaux. Et encore une fois, on ne protégera nos enfants qu'en parlant. Et je crois que c'est vrai que ce n'est pas facile, tu l'as dit, Fred, au début de cette émission. Ce n'est pas facile pour moi d'être là ce soir et de parler de mon histoire, de mettre quelque part ma vie à nu quand je l'ai fait avec mes cousines. Non, ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile d'aller à un débat politique ou autre. Pour moi, j'ai beaucoup plus de mal à venir dans une émission pour SOS Crise que quand je vais... parce que c'est sa vie personnelle, c'est son intimité, c'est sa famille qu'on expose, etc. Mais en même temps, c'est mon combat et je me dis que si ça peut servir à d'autres, c'est pour ça que ce soir, j'espère qu'on a beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs. Et Laurence en parlait de ces réseaux. Ce sont des choses que beaucoup de gens savent, mais c'est encore ce silence qui pèse. Et ce silence, il faut le briser. Parce que c'est quand on va commencer, on a commencé à briser le silence, que eux-mêmes, ces pédocriminels, il y en a qui doivent trembler là, chez eux, parce qu'ils se disent, ça y est, les victimes commencent à parler. Je vous assure que moi, quand j'ai
balancer le mien. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de trembler aujourd'hui. Parce que dans ce milieu de pouvoir, dans ce milieu politique, dans tous les milieux de pouvoir, il y a de la pédocriminalité. Bien sûr. Avant, parce que je savais bien qu'en écoutant exceptionnellement, on n'aurait pas abordé le sujet dans sa totalité, mais j'imagine que nous nous retrouvons. Karine, je propose qu'on reçoive notre dernier appel avant de conclure. D'accord. Alors, juste pour répondre à Laurence, excuse-moi Fred, puis on prend le dernier appel. Alors, évidemment que la réponse politique, elle n'est pas à la mesure de l'ampleur du phénomène. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup dans cette commission qui a été mise en place par le gouvernement actuel. J'espère que je ne sais pas qui l'emportera aux prochaines élections, mais en tout cas que ce travail continuera. En tout cas, moi, je fais tout pour que ce travail continue, c'est-à-dire recevoir les témoignages pour enfin mettre en place de vraies politiques pour protéger nos enfants. 71 27 07, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom Robert. Robert. Bienvenue, Robert. On vous écoute. Je voulais parler de Mme Mousseau. Ben, elle vous écoute. Je vous écoute. Oui, Mme Mousseau. Je suis Francisque pour vous-même. Oui, Robert. Je dis François. D'accord, eh bien... J'ai été condamné... Est-ce que vous n'avez pas le point de vue, Mme Mousseau? Qu'est-ce que... Je voulais commander par vous. Si c'est possible. À quel titre? Parce que vous dites que vous avez été condamné et puis après vous lui demandez rendez-vous. Oui, parce que ma femme m'a dit qu'on ne peut pas tout dire à la radio. Mais comme moi, c'est moi qui suis engagé. Je regarde ce qui m'est arrivé en 87. Quoi? Allô? Oui, on vous écoute. Je voulais vous dire que ce qui m'est arrivé en 87. Oui. J'ai été condamné à 87, en prison en 87. Vous avez été condamné pour quoi? J'ai été entré en prison pour viol. Oui. Sur enfant. Quoi? Viol sur enfant? Sur une fille de 17 ans, c'est pas là. Oui, oui. Et quand j'ai été condamné, c'est ce que j'ai pas fait. Alors, mais j'ai comparé 18 mois après ma arrestation. Et puis, après les 18 ans, on m'a condamné à 10 ans de prison. Parce qu'on a reconnu que vous étiez l'auteur des faits. 10 ans, c'est... Oui, mais ce qui n'est pas vrai. Bon. Bien. Écoutez, on ne va pas revenir sur une décision de justice qui a été déjà prononcée. Et vous avez visiblement fait votre peine de prison. Est-ce que vous avez pu... votre avocat a-t-il pu vous défendre? J'ai fait ma peine de prison. Et puis après sortir, j'ai demandé à mon avocat qu'il relève l'affaire pour moi. Il m'a dit non, que je ne repasse pas le parce que je ne peux pas gagner. D'accord. Bien. Bon. Donc en fait, on a reconnu que vous étiez auteur, mais est-ce que vous avez compris de la gravité des faits qui vous ont été reprochés, même si vous dites que vous n'en êtes pas l'auteur? Je ne suis pas l'auteur, puisque on m'a condamné à défaut, sur le pays passé. Mais par contre, j'ai fait moins de 10 années de prison. Et quand j'ai fait 59 mois, un bon matin, on m'a libéré en disant qu'on a retrouvé l'affaire. D'accord. Bien, écoutez, là, c'est une histoire assez personnelle qui... je vais vous donner, non pas le numéro de SOS Crise là-dessus, mais un numéro, et vous pouvez nous appeler. Et prenez le numéro, parce que c'est le 06 96... 06 96? Oui, 06 96 48 16 60. 48 16 60. C'est le centre... Oh là là. 48 16 60. « 06 96 48 16 60 ». Voilà, vous nous appelez. Alors, quand je dis nous, je dirige cette équipe. On va échanger avec vous. C'est le centre de suivi et de prise en charge des auteurs de violences sexistes. Ok, d'accord, merci. D'accord, merci d'être venu. Et on va en discuter au CPCA pour faire court.
Merci. Merci Robert. Alors on va aussi saluer et remercier Calixte, Vic, Laurence et bien sûr Robert. Alors ce qui a surtout, et Robert en est quand même une preuve vivante, c'est que même lorsqu'il y a condamnation, il y a beaucoup de difficultés pour les auteurs à reconnaître les faits. Malheureusement, ça me laisse sans voix. Sans voix, je vois ce qui est rare chez vous. Ce qui est très rare chez moi, effectivement. Mais c'est vrai que... On ne reconnaît... Je suppose qu'on ne reconnaît pas les faits parce qu'on ne comprend pas la gravité des faits. C'est ce que je crois. En tout cas... Mais un enfant n'a pas à avoir de relations sexuelles avec un adulte. Oui. C'est clair, c'est net, c'est précis, il y a noir, il y a blanc, il y a deux choses. Et je peux vous dire qu'il y a des auteurs qui, si c'est des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, vont aller jusqu'à dire que c'est la jeune fille qui les a plus ou moins aguichés, etc. Mais c'est grave. Un adulte est là pour protéger un enfant. La majorité sexuelle en France, c'est 16 ans. Oui. Donc ça veut dire que... Ce sur quoi je ne suis pas toujours tout à fait d'accord, parce qu'à 16 ans, des fois... Nous sommes des adultes. Et puis surtout, il y a la question du consentement. Si on sent qu'on a des travers, qu'on n'est pas bien dans sa tête, on va consulter un psychiatre. Et surtout, on ne s'en prend pas à des enfants, parce que s'en prendre à un enfant, c'est lui prendre sa vie. Très voilà. bien. Donc, Karine, je peux même pas... je peux pas dire autre chose. Écoutez, moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est que vous nous disiez quels sont les temps forts qui vont animer votre association les jours prochains. Alors, écoutez, on fait beaucoup de choses. Je sais, on travaille énormément. Et d'ailleurs, bravo au bureau de l'association, encore une fois, à nos salariés. Je pense à Sonia Irasque, notamment, qui est notre assistante. Donc là, nous avons lancé donc cette campagne pour l'appel au témoignage. Donc cette campagne, nous allons la continuer sur les réseaux. On va essayer d'ailleurs, on vous appellera Zouk TV, de la faire aussi en télé pour essayer d'avoir le maximum de témoignages. Nous travaillons toujours à former nos préventeurs et nos préventrices. Donc il y a régulièrement... Et j'appelle bien sûr au bénévolat parce qu'on a besoin de vous, Martiniquaises, Martiniquais. Donc nous formons les préventeurs et les préventrices à peu près tous les 2-3 mois. Il y a des sessions de formation, ça dure 2 jours. Et ensuite, vous pouvez être sur la plateforme et nous aider à répondre à la détresse de tout l'outre-mer, et notamment des Martiniquaises et des Martiniquais. Nous avons aussi fait avec Alain Bidard et puis Thierry Doll, qui nous aide beaucoup dans l'association, un film qui concerne le Covid et cette souffrance aussi qu'on a à sortir de ce Covid, on va dire, rassemblé et uni, parce que c'est une maladie qui a divisé les Martiniquaises et les Martiniquais. Donc on est comme ça là-dessus, sur des actions pour pouvoir toujours aller dans le même sens, c'est-à-dire aider à guérir un petit peu la détresse des Martiniquaises et des Martiniquais. Merci Karine, merci pour votre engagement. Merci de nous avoir invités. Et puis, moi, ce que je veux redire aux Martiniquaises, aux Martiniquais, à tous ceux qui nous écoutent, que 24 heures sur 24, nous répondons au 0800 100 811 SOS Crise. Le numéro s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas. Et puis, aujourd'hui, puisque le sujet, c'était vivre et survivre après l'inceste, eh bien, victime d'inceste, fille, garçon, petite fille, petit garçon, adulte, on se reconstruit, on peut se reconstruire, on peut vivre, on peut survivre, on peut être heureux, mais il faut avant tout dénoncer et parler. Voilà. Merci Karine et merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés. On n'a pas pu recevoir tout le monde malheureusement en raison du format un peu réduit, de façon très exceptionnelle. On se retrouve dans un mois dans des conditions normalisées, 1h30 d'émission. Surtout, prenez soin de vous et encore un grand merci à Rodrigue qui a assuré la réalisation, Grégory plutôt, qui a assuré la réalisation technique de l'émission. À très vite. Merci. Elle était devenue l'ombre d'elle-même depuis quelques mois. Un fantôme.
Avant, on n'entendait qu'elle. Je me suis même dit, la puberté si jeune, à 9 ans, je me rappellerai toute ma vie. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. C'était la fin du monde. Il avait violé mon enfant. Comment se relève-t-on de ça? J'ai écouté son calvaire sous mon toit. Je l'écoute tout de suite, même si elle ne pleurait pas. Pas une larme, mais une détresse immense. Le père a tout mis en bloc. L'affaire a été classée sans suite. Sans suite, oui, pour eux, pas pour nous.